Bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Michel. Bonjour. Audrey Béraud cette semaine, bonjour. Bonjour. Référente Corse pour l'association Papillons. Oui. Les papillons, on ne va pas parler de chasse aux papillons, pas du tout. L'association Les Papillons, c'est quoi? Elle vient en aide aux enfants, c'est ça? Alors bien sûr, oui, l'association Papillon vient en aide aux enfants victimes de harcèlement et victimes de viol, victimes d'inceste. C'est une association loi 1901 qui a été créée par Laurent Boyer il y a quelques années de ça. Laurent Boyer a été agressé par son frère et a connu une petite fille de 9 ans qu'on a appelée Lily et qui aimait les papillons. Et cette jeune petite fille a été violée. Et donc, M. Boyer s'est reconnu dans son histoire et a décidé de lutter contre toutes ces violences faites aux enfants et donc de nommer l'association Les Papillons. Alors, triste constat, mais ça veut dire que c'est une référente en Corse. Il y a ce genre de choses qui arrivent en Corse aussi. Oui, ce genre de choses qui arrivent en Corse, bien plus que ce qu'on pourrait le croire ou le penser. Malheureusement, on n'en parle pas assez. On a un petit peu chez nous la loi de l'Omerta où c'est un sujet qui gêne. Par contre, il faut savoir qu'au dernier recensement Corse confondu, on parle quand même de 800 000 enfants, donc presque 1 million d'enfants qui sont victimes de violences et de harcèlement. La Corse en fait partie. Alors, précisément, comment on peut avoir les sous-divisions de ce qui se passe en Corse? Là, vous avez cité des cas de viol, de harcèlement, qu'est-ce qu'il y a de plus ici, particulièrement en Corse? Est-ce que c'est très étendu ou est-ce que c'est dans les villes, dans les villages? Alors, c'est très étendu, effectivement, et on le constate de plus en plus dans le périurbain. Jusqu'à présent, on le constatait donc en ville et moins sur du périurbain. Les derniers chiffres montrent, grâce à l'installation de nos boîtes aux lettres, le recueil de mots dans le périurbain et dans nos petits villages. Vous avez un cas particulier, par exemple, une anecdote Alors, des cas, on en a malheureusement tout le temps et on a dans une école primaire, puisqu'il faut savoir qu'on n'intervient que sur du primaire, collège, lycée et après fac plus tard, on a des enfants qui nous ont mis des petits mots avec des petits bonhommes, des dessins allumettes, les petits bonhommes allumettes, puisque pour eux, ils représentent comme ça, avec des flèches assez significatives de l'endroit où est-ce qu'ils ont été à toucher. Justement, ces boîtes aux lettres, vous les avez installées dans les écoles pour que les enfants puissent s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, il y a ce type de dessin. Vous avez eu beaucoup de retours de dessins, de petits mots, de commentaires. Et une fois que vous avez ces dessins, qu'est-ce que vous en faites? Alors, beaucoup, je dirais, du nombre d'installations des boîtes aux lettres, pour l'instant, non, puisque c'est quand même un parcours du combattant pour réussir à convaincre nos collectivités d'installer ces boîtes aux lettres. On a réussi quand même à signer des partenariats. Ces mots, ils sont significatifs. Ces mots, il y a plusieurs violences. Il y a les violences sexuelles, il y a le harcèlement scolaire. On est bien plus sur du harcèlement scolaire que des violences sexuelles. À savoir que sur une classe de 20 enfants, il y a des enfants qui continuent en fait à garder ce silence. un cas d'harcèlement scolaire, comment réagissent les gens qui sont autour de ces enfants, c'est-à-dire à la fois les parents, mais aussi les enseignants? Il y a une réaction rapide, évidente, ou on laisse un peu pourrir les choses? Alors, les réactions. Alors déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas agréés par l'éducation nationale. Pour le moment, nous sommes en train d'étudier des conventions. Donc, les boîtes aux lettres, nous les installons sur du temps périscolaire. Ça, c'est important à savoir. Donc, elles sont installées dans les cantines, dans les vestiaires, dans les toilettes qui sont accessibles par tous les enfants hors temps scolaire. Lorsqu'on récupère ces mots sur du harcèlement, alors il y a, selon le motif, selon le degré de harcèlement, on a du harcèlement qui pour les enfants, c'est du harcèlement, mais pour nous, après étude, ça ne l'est pas. Lorsqu'un enfant va nous mettre un petit mot en nous indiquant
mon camarade veut que je lui donne des bonbons à la récréation, c'est pas du harcèlement. Ça, c'est à nous, référents et bénévoles, d'informer lors de l'installation des différents harcèlements. En revanche, lorsqu'on a des mots sur du harcèlement, sur de la violence récurrente, qu'elle soit physique ou morale, donc les référents qui ont été nommés, qui ont été choisis par les collectivités et formés, récupèrent ces mots. Selon le degré d'importance de préoccupation, elles sont envoyées donc sur une cellule de crise qui est au siège de l'association, qui regroupe des bénévoles, des travailleurs sociaux, des agents municipaux, des policiers, et à voir si oui ou non ça part à la crypte ou pas, d'accord, selon le degré. Si effectivement, au sein du milieu scolaire et périscolaire, il s'avère que c'est un harcèlement qui peut être réglé, on va dire, par les instituteurs, par les directeurs, l'association prend contact et énonce le souci, et après, c'est à eux de trouver des solutions et de rejoindre voilà, un petit groupe qui va être formé, une petite cellule avec les parents. Nous, après, on n'intervient plus. Le temps de réaction, il varie selon le degré de harcèlement. Voilà. On a du harcèlement sexuel chez les plus grands, où ça met un temps fou, parce qu'on a encore un système qui tait et qui veut taire la vérité. Donc ça met beaucoup de temps. On s'est retrouvé avec des enfants, des harcelés, qui devaient quitter l'école et pas le harceleur. Donc ça, voilà, c'est quelque chose contre lequel on lutte. On est en partenariat avec l'éducation nationale, avec les instituteurs, et ça prend plus ou moins un temps imparti selon l'importance. Merci beaucoup à tous les deux. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Michel. Bonjour. On retrouve notre invité, la de l'association Papillon en Corse. Bonjour. Cette association qui lutte contre le harcèlement, qu'il soit scolaire, de cette violence intrafamiliale aussi, puisqu'il faut libérer la parole de ces enfants. Vous avez dit, finalement, aujourd'hui en Corse, c'est un peu toujours la loi de l'omerta, mais cette loi, elle incombe à qui ? En fait, cette omerta, elle incombe à qui? On a l'impression que lorsqu'on veut aborder le sujet, y compris avec les professionnels, y compris avec les responsables de l'éducation nationale ou peut-être les professionnels de santé, est-ce qu'ils sont suffisamment sensibilisés pour voir les signaux d'alerte et pour pouvoir ensuite aller plus loin? Vous, vos bénévoles, est-ce qu'ils interviennent? Vous parliez du temps périscolaire aussi. Est-ce qu'ils interviennent dans un club de sport, dans une cantine, en dehors de ces boîtes aux lettres, bien évidemment? Alors oui, nos bénévoles et moi-même intervenons effectivement sur du temps périscolaire dans les clubs de sport avec lesquels nous sommes conventionnés avec le ministère des Sports et de la Jeunesse. On intervient tout d'abord sur de la sensibilisation. Voilà. En premier, on explique à tous ces jeunes comment ça se passe, que ça se passe chez nous, que leurs éducateurs sont formés. Maintenant, on trouve beaucoup dans les clubs sportifs des éducateurs qui sont formés justement à ce souci, ou bien dans les collèges, lycées, et au sein des écoles élémentaires, on trouve beaucoup de professeurs qui font partie du programme phare de l'éducation nationale, donc qui sont formés, qui sont nommés référents pour pouvoir détecter. Après, effectivement, on a cette omerta parce qu'on a encore des enfants qui refusent de parler ou bien qui parlent, mais chez eux, ou souvent qui ne parlent pas du tout parce qu'ils sont victimes de violences intrafamiliales. Lorsqu'on est victime de violences intrafamiliales, vous comprendrez bien que ce n'est pas au sein de la famille auquel on va pouvoir parler, peut-être pas à sa maîtresse ou à son éducateur, de peur que les parents soient mis après sur le premier plan. Donc nous, on intervient à ce moment-là sur de la prévention et on explique le fait de mettre des mots dans les boîtes aux lettres, c'est totalement anonyme pour eux et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives sur leur peine qui est déjà assez forte et assez destructrice. Vous êtes arrivé de faire des signalements, par exemple. Vous trouvez un mot dans une boîte aux lettres, vous identifiez des signalements à la justice, à la police? On trouve des mots. En fait, si vous voulez, nous, on récupère tous les mots. Nous, bénévoles et référents, on n'est pas là pour juger la gravité des mots. On les récupère et on les envoie donc dans cette cellule de traitement qui est au sein de l'association.
Je pense, oui, qu'il y a eu des retours via la crypte, et donc des retours et des signalements au procureur de la République. Oui, alors précisément, parce que vous n'avez pas une exigence, on va dire, légale au sens autorité, hein, au sens civil du terme. Donc, comment, vis-à-vis, par exemple, de la justice, si ça va très très loin, si ça remonte justement au procureur de la République ou aux policiers, comment peut-on faire valoir votre action? Parce que tout d'un coup, on peut dire, mais ces gens-là, on ne sait pas qui sont, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, je me fais l'avocat du diable, là, et j'ai dit, bon, Papillon, bon, c'est quoi? Ils viennent faire un signalement, mais sur quelle base? Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien de légal, quoi. Alors, oui, malheureusement, on est confronté à ce problème, mais je répète, nous n'avons pas de signalement. Nous envoyons les mots à la crypte selon l'importance et le degré des mots, et qui ont été jugés par des professionnels de santé, des professionnels qui sont habilités pour le faire. Après, notre champ d'intervention, il s'arrête là. On n'a pas de suite, on n'a rien. C'est à la crypte de savoir, et de oui ou non, si elle fait le signalement auprès du procureur. On va peut-être expliquer ce qu'est la crypte, puisque vous utilisez cet acronyme. Oui, alors la crypte, c'est la cellule de recueillement des informations préoccupantes. Il faut savoir que dans chaque département, il y a une cellule avec des travailleurs donc elle est reliée au service judiciaire, au service de police, au service du procureur. Et ce sont les travailleurs qui estiment s'ils doivent, oui ou non, remonter les informations. Il y en a une en Corse, donc. Oui, elle est à Bastia. Elle est à Bastia, donc toutes les informations partent sur Bastia. Oui. Et donc, au niveau de la famille, quand un enfant maltraité ou agressé a envie de faire passer le message, est-ce qu'il commence par le premier cercle, c'est-à-dire effectivement sa famille, ses frères, ses sœurs, la mère, je ne sais pas. Hein. Et moi, je me demande toujours comment on fait pour faire évoluer la chose au niveau de la société. C'est une grande question. On va pouvoir débattre des jours et des jours dessus. Hein. Alors, l'enfant, tout dépend. Si l'enfant il est victime de violences intrafamiliales, effectivement, il n'ira pas en parler à sa famille. Il ira en parler à des personnes qui seront là pour l'écouter, à ses amis, ou peut-être à un membre de la famille, mais extérieur à ces violences. Après, pour faire évoluer dans la société, j'ai envie de vous dire, on n'est qu'au début, malheureusement. Oui, donc il y a du travail. Il y a du travail. Il y a énormément de travail. Merci beaucoup. À demain. Merci. Bonjour, on retrouve Michel, bonjour. Bonjour. Et notre invité Audrey Sbéraud, bonjour. Bonjour. Donc, l'association Papillon en Corse qui lutte contre les violences faites aux enfants, que ce soit du harcèlement scolaire, que ce soit des violences intrafamiliales aussi. On a vu qu'il y a un travail qui est fait notamment avec les hôpitaux dans certaines régions. Alors on ne sait pas si en Corse c'est en place ou pas pour que ces enfants puissent s'exprimer en première intention à un médecin. Mais il y a une cellule qui est constituée de façon à ce que l'enfant ne dise les choses qu'une fois et ne soit pas obligé de répéter. Est-ce que ça existe en Corse? Est-ce que vous... on peut venir vous en parler? Alors oui, ça existe et c'est un travail que l'on mène avec l'Agence régionale de la santé, puisque nous sommes partenaires officiels de ce projet. Donc cette cellule au sein de l'hôpital est en train de se faire et de se créer avec du personnel de santé formé pour... et oui, le but est effectivement que l'enfant, une fois qu'il est accueilli, puisse se livrer sans avoir à revivre toutes les heures et de réexpliquer ce qu'il a subi. Combien de temps met entre le moment où vous êtes averti, le moment où vous dispatchez la plainte, et est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous savez, par exemple, si tel enfant
est sorti un peu du piège, ou est-ce que les gens autour de lui ont réagi pour le protéger? Est-ce que vous avez un retour permanent? On n'a pas de retour puisque notre implication s'arrête à recueillir les mots et à les envoyer sur la cellule de traitement. Après, nous, on a un devoir de confidentialité où effectivement, ça s'arrête là et on n'a pas de retour. Donc le système, enfin, Laurent Boyer, quand il a créé l'association, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous êtes une association ici locale en Corse, il y en a partout. Mais est-ce qu'on a besoin de cette étape? Pourquoi, par exemple, c'est pas que je veuille supprimer votre existence, hein, mais est-ce que les gamins n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à la CRIP, par exemple, plutôt que de passer par vous? Ça fait une étape de plus, quoi, Alors non, ils ne peuvent pas s'adresser directement puisque la crypte est réservée aux professionnels. C'est une cellule de recueillement. Nous, c'est simple. Nous, on intervient pour briser le silence des enfants. Anonymement. C'est-à-dire que lorsqu'on met une boîte aux lettres à disposition ou un QR code, puisque maintenant on le fait aussi avec du numérique, l'enfant a la possibilité en toute discrétion d'aller mettre son mot. S'il n'a pas envie d'en parler à sa famille, parce qu'il est victime de violences intrafamiliales, s'il n'a pas envie d'en parler à son professeur ou à son éducateur sportif parce que c'est son petit camarade avec qui il joue, qui lui fait subir du harcèlement. Nous, on intervient là. Il vient, il met son mot et les mots sont recueillis 2 fois, minimum 2 fois par semaine. Ce qui fait que ça laisse quand même un large temps pour pouvoir venir en aide à cet enfant. Combien d'enfants essayons de voir, c'est un phénomène de société évidemment, mais est-ce que géographiquement on sent beaucoup plus, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, qu'il y en a plus en Haute-Corse que dans Corse du Sud, ou l'inverse, je ne sais pas. Hein. Vous faites un bilan de temps en temps? Alors, on fait des bilans annuels. Il faut savoir que le dernier bilan est sorti sur le 2022. Cependant, nos boîtes aux lettres ont été déployées en grande quantité fin d'année, à partir de novembre 2022. Ah ouais. On en avait mis auparavant, mais 1 ou 2 sur le groupe scolaire de Mezzane. La CAB sur la Haute-Corse nous en a pris plus d'une vingtaine. La commune de Luciane aussi. Donc le bilan, on ne peut pas encore le faire. Sur Ajaccio, on est en train de travailler sur toutes les structures sportives et les écoles avec la ville d'Ajaccio. Donc non, vous donnez un quantitatif plus en Haute-Corse ou plus... Non, ça pour l'instant, on n'est pas en mesure de vous le donner. Alors, il est quand même bizarre, entre guillemets, de voir qu'une association qui est là pour libérer la parole, alors on laisse de côté les violences intrafamiliales, mais on va parler du harcèlement scolaire, ne soit pas conventionnée avec l'éducation nationale. Comment ça se fait ? Alors, c'était au départ une volonté du président fondateur, puisqu'on intervenait plus sur du périscolaire. Ensuite, pour être agréé au niveau de l'éducation nationale, il faut passer un contrôle d'accès gigantesque. Alors, c'est en train de se faire, donc ça ne devrait tarder. Et je pense que peut-être que l'éducation nationale a dû vouloir voir ce qu'on faisait, de la manière dont on le faisait, qu'on ne venait pas en concurrence, si je peux employer ce mot, mais plus en partenariat, et c'est ce qu'on fait. Donc ça ne devrait tarder. Merci beaucoup, à demain. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue à vous tous. Bonjour. On accueille à nouveau notre invité. Bonjour. Bonjour. On parle de l'association Papillon tout au long de cette semaine. Cette association qui a installé des boîtes aux lettres sur le temps périscolaire, c'est important. Donc la cantine, la garderie, les centres aérés. Également les centres aérés. Oui. À partir c'est plutôt dans les classes de
primaire, de maternelle? À partir de quand on peut prendre en compte la parole d'un enfant, en fait? Alors nous sommes placés sur du primaire à partir donc du cours préparatoire à l'âge de 6 ans. Et jusqu'au CM2, et puis après on intervient dans les collèges et lycées. Est-ce qu'on peut envisager qu'un camarade dise les choses pour le compte d'un autre camarade qui n'aurait peut-être pas osé le dire, mais qui se serait confié à un ami? Oui, non seulement on l'envisage, on le favorise. Lorsque nous expliquons aux enfants avec les mots, puisqu'il faut savoir que selon les âges des enfants, on intervient avec des mots appropriés, on est formé pour... et on les pousse justement à cette solidarité, à cette amitié, que lorsqu'un camarade se plaint de n'importe quelle manière, il faut après l'aider, et que ce camarade ne va pas lui en vouloir, ou peut-être en tout cas ce sera très passager et il comprendra que c'est pour son bien. Est-ce que les enseignants sont des auxiliaires intéressants par rapport à vous, pas par rapport aux enfants? Est-ce que il y a une transmission, disons, à la fois de solidarité de l'enseignant vis-à-vis de l'élève et une transmission vers justement cet appel à l'aide? L'enseignant, c'est un rouage important? L'enseignant, c'est le premier, effectivement, c'est la première maille du rouage. L'enseignant, il est formé pour, et encore plus maintenant, et comme je vous disais l'autre jour, encore plus avec le programme phare qu'a mis en place l'Éducation nationale. Donc il y a un enseignant référent au sein de l'école. On est confronté à plusieurs modes, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui ne vont pas aller parler à l'enseignant parce que c'est leur maître et leur maîtresse et qu'il y a cette image de peur. S'il s'avère que l'enfant va parler à l'enseignant, c'est à l'enseignant après de faire remonter directement les informations auprès de sa hiérarchie. J'ai envie de vous dire que généralement, et tant mieux, il nous zappe, il passe outre et va faire remonter au niveau de sa hiérarchie, donc du directeur d'école. Les ATSEM, donc, qui interviennent sur le temps périscolaire, elles sont formées également avec ce programme. Et pareil, elles vont via leur hiérarchie. Nous, on intervient vraiment de l'enfant à la boîte aux lettres. On n'a pas d'intermédiaire. Et donc, en fait, le système fonctionne de façon, je veux dire, presque miraculeuse, quoi. C'est pas... Ça fonctionne, visiblement, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas de façon miraculeuse, parce que j'aimerais bien faire un miracle et qu'effectivement, il n'y ait pas de mots, d'accord, qu'on ne recueille pas de mots. Par contre, ça fonctionne de manière naturelle et sans gêne. Parce que lorsque nous sommes en intervention en amont, on fait tout pour mettre les enfants en confiance et pour leur expliquer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et que s'ils sont confrontés à un cas où on n'a pas le droit de le faire, la boîte aux lettres est là. Et qu'on appelle ça une boîte aux lettres magique chez les enfants, chez les petits-enfants, lorsqu'on leur décrit, et qu'il y aura toujours de l'aide. Il n'y aura pas la solution peut-être immédiate, parce que comme on a dit auparavant, il faut un petit peu de temps, mais de l'aide, il y en aura, et de l'écoute. Mais ça se passe alors. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la classe, il y a l'instituteur, le professeur des écoles, qui fait une communication à la classe en disant, voilà, vous avez ça à votre disposition ou... Non. Comment ça se passe? Non, puisque nous intervenons, nous ne sommes pas à l'Éducation nationale, donc nous n'avons pas le droit d'intervenir durant le temps mais je parle scolaire. Donc, comment l'enfant sait que vous êtes à la cantine, dans les clubs de sport? En fait, si vous voulez, lorsqu'une collectivité décide de nous contacter donc, et de devenir partenaire et commande X boîtes aux lettres, le processus se met en place. Ce processus, il est que la collectivité va nommer X référents au sein de la structure
donc municipal, ou de ses agents municipaux, ou des policiers municipaux. D'accord ? Avant, c'était nous. C'était moi, référente Corse, qui le faisait. Maintenant, on a décidé, d'abord parce que c'est du bénévolat, donc on a beaucoup de mal après à suivre tout, on a décidé que chaque structure nommait, donc du coup, et devenait beaucoup plus responsable et tenait ses engagements. Donc, lorsqu'ils ont décidé d'installer X boîtes aux lettres, et que les personnes ont fait la formation, nous venons par exemple à la cantine sur le temps périscolaire. Après le repas des enfants, nous faisons une réunion avec les enfants où nous informons avec les mots, comme j'ai dit, selon l'âge des enfants, nous les informons de ce qu'il va y avoir et de comment ça va se passer et à quoi ça sert. C'est nous, référents de la collectivité, qui expliquons aux enfants. Merci beaucoup. À demain. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous. Notre référente de l'association Papillon avec nous cette semaine. Bonjour. Et Miguel. Bonjour. Donc cette association Papillon, elle dépend beaucoup donc de l'extrascolaire, donc des municipalités, à travers les services de cantine et de garderie, les collèges, les lycées de la collectivité. Quel est le rapport que vous avez justement avec les municipalités et aussi toutes ces administrations, tous ces politiques, quels peuvent être leurs rôles ? Oui, alors, très bon rapport, puisque toute collectivité confondue sait et connaît et reconnaît le problème qui se pose au sein des structures périscolaires ou des collèges et lycées. Au niveau des municipalités, on rencontre directement le maire, donc je vais à la rencontre des élus en leur expliquant notre dispositif, et dans une généralité, on n'a aucun refus. On a un petit peu de temps, un petit peu de délai, puisqu'il faut toujours que ça passe par un conseil municipal, il faut toujours que ce soit voté, même pour ces cas-là. On prend en compte ce rouage, et puis on a de très bonnes relations. Au sein de la collectivité de Corse, j'ai rencontré déjà lors de plusieurs réunions les élus en charge, et nous sommes en train de travailler sur un éventuel partenariat, puisque pareil, la collectivité de Corse gère les collèges et lycées, c'est de leur compétence. Toujours pareil sur du temps périscolaire. Mais le maire, c'est le premier magistrat d'une commune. Si vous faites remonter auprès de lui une information très urgente qui peut être un véritable danger pour l'enfant, est-ce que sans la crypte, il peut déjà intervenir ? Oui, puisqu'il est officier de police judiciaire, et donc il a l'obligation et le devoir d'intervenir. Ça s'est déjà passé ? Pas chez nous. Alors, vous parliez l'autre jour que vous vous occupiez des primaires, hein, en fait. Et après, au-delà, les adolescents, quand on passe un peu dans le secondaire, vous avez aussi des cas où vous pouvez intervenir éventuellement ? Alors, oui, pardon. Nous intervenons, donc, comme je l'ai dit, avec les collèges et lycées. Nous sommes en partenariat avec la collectivité, mais sur cette tranche d'âge, j'interviens beaucoup plus sur les clubs de sport. Lorsque on a un club de sport qui nous sollicite, donc on intervient d'abord en amont sur une prévention, une explication, puisque ce sont déjà des ados, mais des pré-ados. Alors chez eux, on rencontre beaucoup de cyberharcèlement. On a depuis des années ce problème d'harcèlement via les réseaux sociaux, et une recrudescence avec tous ces nouveaux réseaux sociaux comme les TikTok, les Snapchat. Donc oui, on intervient sur cette tranche avec des mots bien plus forts, puisqu'ils sont en âge de comprendre, et on leur rappelle leurs obligations et devoirs également à leur âge en tant que citoyens. C'est quand même un bon signe, ça, parce que je me posais la question, je sais que les adolescents sont encore pratiquement plus victimes que les primaires, j'ai l'impression. Oui, c'est une vérité. Lorsqu'on sait que pour pouvoir rentrer sur un réseau social X et Y, parce qu'on va pas tous les nommer, il suffit de mettre n'importe quelle date de naissance. Vous pouvez avoir 10 ans et en mettre que vous en avez 15. Il n'y a pas de vérification, il n'y a rien.
Ils sont confrontés bien plus à ce problème et d'ailleurs, notre association félicite monsieur le député Laurent Marcangel qui a fait passer cette majorité numérique à l'âge de 15 ans. C'est très important pour nous puisqu'on n'avait pas cette reconnaissance. N'importe quel enfant peut être confronté et a été confronté. Et les ados, au quotidien, le vivent. Est-ce que vous avez besoin de dons pour fonctionner ? Alors, oui et non. D'accord ? Alors oui, parce que toute personne qui veut être bénévole et qui veut faire don peut le faire via le site. Nous avons, hormis les boîtes aux lettres papillons, nous souhaitons créer des maisons papillons. Ces maisons papillons, elles servent à reconstruire, je dirais, un enfant, si le mot n'est pas trop dur, puisque comment se reconstruire après ça ? Via donc des mises en place de thérapie, de l'art-thérapie, de la médecine douce. Donc oui, on peut fonctionner aussi avec des dons, mais surtout du bénévolat et du temps. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.